Dream Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Alors aujourd'hui, ce sera de James Ullman, et ça s'appelle Une dernière chance pour Sally. Peter Barlow, le directeur de la Maison des Jeunes, s'apprête à aller faire une petite visite au cours de poterie quand le téléphone sonne dans son bureau. C'est l'inspecteur McCurlan au bout du fil. « Peter !» dit le policier d'un ton désabusé. « C'est encore pour Sally !» Le directeur blêmit légèrement. « Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois ?» demande-t-il. « Oh, comme d'habitude, ses fréquentations la perdront !» répond le policier. Elle se trouve avec une bande qui chapardait dans une grande surface. Quand les mômes ont été pris la main dans le sac, ils ont un peu bousculé le gérant du magasin. Je les ai tous coffrés, mais pour Sally, j'ai pensé... Il laisse sa phrase en suspens et Peter Barlow s'écrie « Merci, inspecteur, vous êtes vraiment très compréhensif. » Oui, mais c'est la dernière fois, répond McCurlan. Si elle recommence, nous ne pourrons pas empêcher qu'elle comparaisse devant un tribunal. Vous pouvez venir la chercher maintenant si vous le voulez. Il raccroche et Barlow téléphone aussitôt à sa femme, Hélène, pour lui apprendre la nouvelle. « Oh, Peter, dit-elle, ça n'est plus possible. Ça fait 4 fois en un an. Jamais on n'en viendra à bout. Il va falloir prendre une décision. » Une décision. Barlow sait ce que ça veut dire. Plusieurs fois déjà, Hélène a parlé de se séparer de Sally en la mettant en pension. Elle prétend que la serrer un peu serait lui rendre service, mais Peter refuse d'envisager une telle solution. Il dit que Sally a besoin avant tout d'être entourée, aimée. « Il faut lui donner encore une chance, Hélène, » proteste-t-il. Une gosse qui a subi ce qu'elle a subi a forcément des problèmes, voyons. Être orpheline, c'est déjà une dure épreuve, mais quand on le devient par la faute d'un assassin armé d'une hache, c'est absolument traumatisant. Je sais, ça l'a rendu très fragile et difficile, mais si des gens comme nous n'arrivons pas à l'aider, qui le fera ? Très bien, répond lentement Hélène. Essayons encore une fois, Peter. Dans la rue, il pense à Sally et son cœur se serre. Depuis un an qu'Hélène et lui l'ont accueilli dans leur maison, ont-ils réussi à gagner un tant soit peu sa confiance? Peter est bien obligé de se dire que non. L'adolescente est toujours aussi fuyante. Ce n'est pas qu'elle soit agressive avec eux, non. Elle se montre même parfaitement polie et conciliante à leur égard, mais oppose aux conseils et aux remontrances un visage maussade et indifférent. On dirait qu'on la dérange, que sa destinée est déjà toute tracée dans sa tête et que rien ne l'empêchera de la suivre. C'est vrai, avouons-le, que la pauvre petite n'a jamais eu de chance. Avant le drame, la vie n'était déjà pas rose pour elle. Son père, un ivrogne invétéré, semblait ne lui porter aucune affection et se montrait même parfois très dur. Quant à sa belle-mère, c'était une femme de mœurs bien trop dissolue pour avoir le temps d'assurer le minimum de tendresse à la petite fille. De sorte que Sally a grandi pratiquement toute seule, sans aucune affection. C'est pour ça, certainement, qu'elle est si dure. Peter Barlow enfonce les mains dans ses poches et crispe les poings très fort. Sally est devenue sa fille adoptive en quelque sorte, et il ne sera pas dit qu'il ne réussira pas à la sauver d'elle-même, à la garder dans le droit chemin. Au commissariat, il est accueilli par l'inspecteur McCurlan, dont l'expression désabusée trahit des années de lutte inégale contre la délinquance dans ces quartiers déshérités. Sally est dans le bureau voisin. Elle est avec Jack Graham. Cette précision contrarie énormément Barlow.
Mais pourquoi diable avez-vous permis à ce journaliste de l'approcher? Mais je ne suis pas sa nurse, rétorque McCurlin. Et puis, Greb était déjà là quand nous l'avons amené ici. Peter hausse les épaules, furieux, et le policier le regarde avec étonnement, car le directeur de la maison de jeunes n'a pas l'habitude de se montrer impoli à son égard. Bon, il est bouleversé, se dit-il pour l'excuser. Cette gamine le fait vraiment tourner en bourrique. Sans attendre, Barlow dépasse brusquement McCurlin et entre dans la pièce où se trouve Sally. Elle est assise sur une chaise contre un mur. Un petit homme à bedaine, portant un costume de sport fatigué, se tient à ses côtés. « Désolé de vous interrompre, » dit sèchement Barlow, « mais l'interview est terminée. »« Ah, salut Peter, t'es chic d'être là, » lance Sally. Elle l'accueille avec autant de décontraction que s'il était un père venant chercher sa fille à la fin d'une soirée entre jeunes. Son petit visage rond de fille de 15 ans paraît parfaitement serein sous le casque de ses cheveux blonds. Elle se lève et étire son corps malingre mais déjà bien formé. « On y va ?» dit-elle. « Écoutez, Barlow, » dit le journaliste qui réagit enfin, « je fais mon travail, moi, et si vous m'en empêchez... » « Je sais !» l'interrompt Peter Barlow. Vous pouvez faire une campagne contre la maison des jeunes dans votre journal, hein, c'est ça? C'est toujours la menace que vous brandissez. À toutes fins utiles, je vous signale que votre directeur non seulement fait partie de notre conseil d'administration, mais qu'il est aussi un de nos plus généreux bienfaiteurs. Alors je doute qu'il accepte de nous nuire. Mais en tous les cas, ce dont je suis certain, c'est qu'il vous passerait un sérieux savon si jamais il apprenait que vous importunez cette gamine. Mais non! Proteste Sally. Il m'a pas importuné, comme vous dites. Au contraire, ça m'a passé le temps de bavarder avec lui. D'ailleurs, il a été très gentil et poli. Vous vous rendez compte? Il m'a appelé Mademoiselle. C'est une autre caractéristique de Sally d'être contrariante. Elle, qui a toujours observé un mutisme presque total au sujet du drame, prétend maintenant pouvoir en parler sans problème, car... c'est certain, le journaliste lui a posé des questions sur ces horribles événements. Barlow en conçoit une sombre irritation. Comment savoir ce que ça provoque dans un cerveau d'adolescente de remuer de tels souvenirs? Elle peut avoir des réactions tout à fait imprévisibles. « Allez, viens, Sally, nous rentrons », dit-il en prenant la jeune fille par le bras. Tout en continuant de marcher aux côtés de Barlow, celle-ci, d'un mouvement décidé, se dégage et s'écarte légèrement. Elle déteste tout contact. Même Hélène ne réussit pas à l'embrasser ou à la toucher. Jack Greb les suit et ils sortent tous les trois dans la rue. Ah, comprenez-moi, monsieur Barlow, je suis un journaliste d'investigation, explique Greb. Les crimes non élucidés, ça me passionne, ça m'attire irrésistiblement. Alors, ce double meurtre, j'arrive pas à me l'ôter du ciboulot. Allez, fichez le camp! Aboie rageusement Peter. Jack Greb ne se laisse pas intimider et insiste. Je ne vous comprends pas, monsieur Barlow. Dans l'intérêt de Sally, vous devriez vouloir qu'on retrouve l'assassin. Il faut quand même pas oublier qu'elle est la seule à l'avoir vu. Mais à mon avis, tant qu'on n'aura pas retrouvé le monstre, elle sera en danger. Et c'est vous qui allez mener l'enquête? Demande Barlow. Je vous signale que des policiers dont c'est le métier n'ont rien trouvé, eux. Jack Greb affronte le regard moqueur sans perdre son assurance. Et pourquoi pas, hein? Des journalistes démasquant un criminel, ça s'est déjà vu. Et moi, j'ai ma petite idée sur la manière de procéder. Est-ce que je pourrais vous voir demain matin? J'aimerais vous exposer mon plan. Barlow fronce légèrement les sourcils. Qu'est-ce que cet énergumène a encore été inventé? Puis, il se décide brusquement, peut-être pour se débarrasser de l'importun. Bon, d'accord, venez à 10h demain matin. Puis, en compagnie de Sally, il reprend le chemin de la maison des jeunes. Il fait une chaleur accablante. Pas un souffle d'air ne vient contrarier la force du soleil. C'est par une journée semblable qu'un an plus tôt, un homme, sans doute rendu fou par l'atmosphère oppressante, a tué à coups de hache le père et la belle-mère de Sally. « Qu'est-ce qu'il t'a demandé exactement ?» interroge Barlow. « Oh, la même chose que d'habitude, répond-elle.
Si je me souviens du visage de l'homme, s'il n'y a pas de nouveaux détails qui me reviennent, si je le revois pas en rêve. Ouais, oublie tout ça, lui conseille Barlow. Maintenant, ma petite Sally, si on parlait de ton équipée ce matin, explique-moi un peu. Ben, j'ai rencontré Jimmy. Avec 2 ou 3 copains, il allait faire une course pour sa mère au magasin. Alors, je les ai suivis. Y a pas de mal à ça. Je pouvais pas savoir qu'ils allaient se mettre à piquer dans les rayons. D'ailleurs, moi, j'ai rien fait. Barlow sait que Sally ment, qu'elle a participé plus activement qu'elle ne le prétend à l'expédition. Peut-être même en est-elle l'instigatrice. Mais il est inutile de tenter de le lui faire avouer. Elle s'en tiendra à son histoire et ne voudra jamais en démordre. Ce Jimmy, dit Barlow, c'est bien le garçon qui t'a valu des ennuis la dernière fois, quand il est entré par effraction dans une maison vide. Oui, Répond Sally. mais vous dites vous-même qu'il faut pas juger les gens sur les petites bêtises qu'ils peuvent faire, qu'il faut oublier. Alors, pour moi, Jimmy, quoi qu'il ait fait, c'est toujours mon copain. Lorsque le lendemain, à l'heure prévue, le journaliste arrive à la maison des jeunes et expose son plan, Peter est tout d'abord réticent. Puis, il se laisse persuader tant le journaliste est tenace. Le soir au dîner, il met sa femme et l'adolescente au courant. J'ai accepté à condition que Sally soit d'accord. Alors voilà ce que Jack Greb veut faire. Écrire un article sur Sally. Il rappellera que le meurtre de ses parents a eu lieu il y a déjà 1 an et qu'on n'a pas encore retrouvé l'assassin. Hélène regarde son mari avec étonnement. Mais qu'est-ce qui lui prend ? Se demande-t-elle. Habituellement, il évite de parler du meurtre devant la gamine pour ne pas lui rappeler de si horribles souvenirs. Pourtant, Sally ne paraît pas autrement émue et esquisse même un petit sourire. Il dira aussi, poursuit Peter, que Sally, qu'il a interviewé récemment, prétend se remémorer de plus en plus nettement la tête de l'assassin sortant de l'appartement de ses parents avec la hache sanglante à la main. C'est la chose la plus insensée que je n'ai jamais entendue, s'exclame Hélène. Mais la pauvre enfant va devenir une cible vivante. Le tueur va vouloir la supprimer pour l'empêcher de parler. Mais c'est bien ce que nous voulons, explique son mari. McCurlan est dans le coup. Il mettra des policiers en permanence autour de Sally. Et si le type tente quoi que ce soit, ils le pinceront. Hélène frappe sur la table. Je ne permettrai pas ça, annonce-t-elle avec détermination. On ne peut pas faire jouer le rôle d'appât à une gamine de 15 ans. Sally prend alors la parole d'une petite voix nette et calme. Pourquoi pas? Ça peut être amusant, tous ces policiers pour me garder, comme dans un vrai roman policier. Mais ce ne sera pas une histoire imaginaire, proteste la femme de Peter. Le danger sera réel, Sally. Ça fait rien. J'ai pas peur. Elle se tourne vers Barlow et le regarde de ses yeux bleus clairs qui ne cillent pas. Peter, faites savoir au gentil journaliste qui peut faire son article. Je suis d'accord. D'ailleurs, je me demande s'il n'est pas un peu devin, celui-là. Je l'ai encore dit à personne, mais c'est vrai que je commence à mieux me souvenir de ce qui s'est passé ce soir-là. Oh, Sally, je t'en prie. Commence pas à faire du cinéma. Mais Peter, il est très possible que je me souvienne mieux. S'entête l'adolescente. Le psychologue a bien expliqué que si je ne pouvais faire aucune description de l'homme, bien que je l'ai vu nettement, c'était parce que j'avais reçu un choc et que mon subconscient m'en empêchait. Peut-être bien qu'il a changé d'avis, mon subconscient. Alors, comment était-il cet homme? Demande Hélène. Sally réfléchit, s'agite sur sa chaise et, après avoir regardé tour à tour chacun de ses parents adoptifs, finit par balbutier. Je peux vraiment pas me souvenir. C'est encore tout brouillé. Hélène pousse un gros soupir et regarde son mari avec un air de reproche. C'est ta faute, Peter, tout ça. Elle va être perturbée maintenant.
Mais quel besoin aussi avais-tu d'accepter cette histoire? J'ai pas pu faire autrement, répond Barlow d'un air maussade. On peut pas refuser de participer à la recherche d'un criminel, voyons. Sally se balance sur sa chaise en chantonnant. Sur son visage flotte un petit sourire satisfait. Sally est bien courageuse de s'exposer ainsi à la fureur d'un criminel. L'assassin va-t-il enfin sortir de l'ombre pour payer son horrible forfait? Dès le lendemain, l'article paraît dans le journal local et une surveillance discrète s'établit autour de Sally. Les policiers ont fort à faire car la jeune fille, malgré la chaleur accablante qui s'est installée sur la ville, prend un malin plaisir à se promener avec tous les plus mauvais garçons de la ville, à rentrer tard dans la nuit, obligeant ses gardiens à une double surveillance et à des horaires impossibles. Mais le meurtrier ne se manifeste pas. Au bout de 8 jours, Greb écrit un second article disant que Sally va bientôt faire une nouvelle déposition à la police. Sans plus de résultat. 15 jours s'écoulent ainsi, dans la monotonie et la moiteur des jours d'été. Un soir, quand Barlow rentre chez lui, il croise dans l'escalier le policier qui s'est installé à demeure dans son appartement. Celui-ci lui annonce qu'il ne reviendra pas et que le lieutenant McCurlon a décidé de stopper l'opération. Chez lui, Peter trouve Sally en compagnie de Jack Greb, qu'on a prévenu de l'arrêt de l'expérience. Le journaliste, qui se voyait déjà comme un nouveau Rouletabille, est particulièrement dépité. L'adolescente aussi est déçue, mais pour d'autres raisons. Sans son escorte de star, elle va perdre brusquement toute l'importance acquise dernièrement auprès de ses copains. J'aurais pourtant donné ma main à couper que la peur ferait sortir le loup du bois, dit Greb. Moi aussi, répond Barlow. Mais sans doute, l'une des hypothèses de la police au moment du meurtre est-elle la bonne? Le double crime a été commis par quelqu'un de passage, un simple voleur qui, surpris, s'est transformé en meurtrier. Après son forfait, il a filé, bien entendu, et au jour qu'il est, il doit se trouver à des milliers de kilomètres d'ici, bien tranquille, car il y a très peu de chances pour qu'il ait lu vos articles. Sans doute, répond le journaliste. Enfin, l'expérience valait la peine d'être tentée, mais on ne peut pas gagner à tous les coups. J'espère que vous me pardonnez de vous avoir entraîné dans cette histoire. Ne vous excusez pas, Greb, dit Peter Barlow. Ça aurait pu marcher, après tout. Le journaliste traverse la pièce pour sortir. En passant devant l'adolescente, il lui tapote la joue en lui disant « Notre Sally est la fille la plus brave que j'ai jamais rencontrée. Elle n'a pas eu peur un seul instant. » Sally prend un air fanfaron et déclare « J'aurais bien voulu retrouver cet homme qui a tué mon père et ma belle-mère. Mais peut-être qu'un jour, je me souviendrai vraiment de la tête qu'il avait. Et ce jour-là, gare à lui. » « N'y pense plus, petite, » lui conseille aussitôt Graham. « Oui, oublie tout ça, » renchérit Peter Barlow. Quand Greg est parti, Peter va chercher un verre de lait dans la cuisine, puis revient dans le living room. Sally a allumé la télévision sans mettre le son. Affalée sur le divan, elle regarde avec un air de suprême ennui un groupe de chanteurs qui se trémoussent sur l'écran. Peter s'assoit dans un fauteuil et regarde la jeune fille tout en sirotant son verre de lait. Comment va-t-elle se conduire maintenant? Se demande-t-il. Quelle incidence cette histoire aura sur elle, sur son comportement? Sally appuie brusquement sur la télécommande pour fermer le poste et se lève en s'étirant. Ensuite, elle attrape son blouson qui traînait sur le divan et le jette sur son épaule. « Qu'est-ce que tu fais, Sally ?»
s'écrie Peter. Tu ne sors tout de même pas à cette heure-là. Hélène sera là dans une demi-heure et nous allons dîner. Eh ben, vous mangerez tous les deux. Moi, je vais aller voir si je trouve Jimmy dans les parages. Quoi, Jimmy, le garçon avec qui t'as été arrêté? Ben oui, Répond tranquillement l'adolescente. il est sorti de prison aujourd'hui. Il aura sans doute des tas de choses à me raconter. J'ai envie de me distraire un peu, parce que ici, c'est pas toujours très drôle. Sally, je t'interdis d'aller retrouver ce vaurien! Crie Peter Barlow. Calmement, la jeune fille le fixe de ses jolis yeux bleus si clairs. Comment une petite frimousse de 15 ans peut-elle exprimer si parfaitement le mépris et la haine? Écoutez-moi bien, Peter, Articule-t-elle avec soin. il n'y a rien de changé entre nous. Tout ce que nous avons dit ce jour-là tient toujours. Mais peut-être qu'il faut que je vous rafraîchisse un peu la mémoire. Peter, il est bien entendu que vous me prenez complètement en charge, comme si j'étais votre fille, mais en me laissant entièrement libre. Pas d'ordre, pas de sermon, pas de truc de ce genre. Moi, en échange, je ne dis à personne que vous aviez couché avec ma belle-mère, qu'elle vous faisait chanter, et que ce soir-là, vous vous êtes mis en colère, et vous l'avez massacrée à coups de hache. D'abord elle, puis mon père, quand il vous a surpris. J'ai tenu parole jusqu'ici, Peter. Faites-en autant, et tout se passera bien. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion et aujourd'hui de James Ullman, une dernière chance pour Sally. Chaque mois, il y a de nouvelles histoires à suspense à découvrir dans la revue Hitchcock Magazine.